Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurin, directeur général et j'ai le plaisir de vous présenter, de co-animer cette nouvelle émission Dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive, un programme rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario, un projet de 24 émissions qui consiste en des séries balado diffusées également en version vidéo sur notre page YouTube et donc en balado sur chocfm.ca. Un projet qui priorise les jeunes et les membres des communautés francophones issus de l'immigration et qui comprend des groupes de discussion et des témoignages avec la participation de jeunes du secondaire et du postsecondaire. Et ça sera le cas pour cette toute première émission avec mon invité dans quelques instants, une jeune étudiante également stagiaire chez nous à Choc FM 105.1 et qu'on aura le plaisir de rencontrer, de faire découvrir, de vous faire découvrir, chers auditrices et auditeurs. Le but de cette émission, l'objectif, c'est d'amplifier la voix des jeunes francophones issus de l'immigration, justement, de créer un espace de dialogue intergénérationnel, interculturel et de sensibiliser aux obstacles systémiques, promouvoir les solutions existantes ici en Ontario et à Toronto en particulier, et renforcer la compréhension et l'inclusion au sein de la communauté francophone. Beaucoup de notions sont à définir au cours de cette émission et c'est sans plus tarder Nathalie Salmeron que je vais vous présenter pour co-animer cette émission avec moi. Bonjour Nathalie. Salut Guillaume, bonjour Carla et puis bonjour à tous les auditeurs de Choc FM 105.1. Carla Cizegan, c'est notre invitée sur ce plateau. Bonjour Carla, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, bonjour Nathalie. Je vais bien, merci. Et vous? Moi ça va super, je suis très contente d'entamer cette belle émission avec toi. En plus tu fais partie un petit peu maintenant de la famille de Choc FM 105.1, donc c'est toujours un plaisir de recevoir des étudiantes, des étudiants aussi, mais qui ont des parcours un petit peu pas comme les autres. Et on va pouvoir parler du tien justement dans quelques minutes, donc je suis ravie. Merci. Merci de te prêter au jeu du portrait, donc pour en apprendre plus sur ton parcours, en apprendre plus sur ton processus d'intégration. Je sais que tu es nouvelle arrivante, nouvelle immigrante, mais justement c'est un profil intéressant pour les auditrices et auditeurs qui aussi débarquent et se posent des questions. Peut-être qu'à travers tes témoignages, tes histoires, ils vont retrouver une partie de leur propre histoire. C'est aussi le but du jeu, de les partager, ces histoires, et de donner des clés de réussite, de donner des petits conseils, parfois pratiques également, des anecdotes, bonnes ou moins bonnes, des défis rencontrés, en particulier, on le disait, sur cette question des obstacles systémiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les obstacles systémiques? On va peut-être commencer par une définition, je pense que c'est important, et je vais me référer à cette définition de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui explique que l'expression obstacle systémique désigne des systèmes, des politiques, des pratiques ou des procédures à cause desquelles certaines personnes, le plus souvent des groupes sous-représentés, ne bénéficient pas d'un accès ou sont exclus d'une participation quelconque dans la société. Une définition assez générale, assez large. Le racisme systémique, nous explique le gouvernement de l'Ontario, se manifeste lorsqu'une institution ou un ensemble d'institutions agissant conjointement crée ou maintient une inéquité raciale. Donc là, on est vraiment sur la question du racisme. Ça sera certainement une grande partie des questions qu'on va aborder au cours de cette émission, mais pas seulement, puisque les obstacles systémiques au sens large touchent également des personnes qui sont victimes de discrimination, qu'elles soient dues à leur genre. Les personnes LGBTQ, j'espère qu'on aura l'occasion de les inviter, de les représenter dans cette émission. Les personnes en situation de handicap également peuvent faire face à des obstacles de discrimination de façon régulière dans la société, de façon parfois insidieuse. Et c'est donc le but de l'émission que de parler, d'ouvrir le dialogue sur ces questions trop souvent ignorées dans notre société. Et d'autres personnes, notamment les personnes autochtones, pourraient rencontrer ce type d'obstacles systémiques, même si on s'éloigne de l'immigration. On aura l'occasion, je l'espère, d'aborder également ces questions-là, parce qu'elles sont primordiales dans la société canadienne, bien évidemment, et aussi dans notre communauté francophone. Voilà un petit peu pour des définitions générales pour commencer.
On va tout de suite aller vers la trame de questions qui vont être récurrentes dans cette émission, mais qu'on va pouvoir adapter au cours des différents formats que l'on aura l'occasion de vous proposer, chers auditrices et auditeurs. Deux grands formats pour cette émission, des épisodes qui vont explorer les histoires, les témoignages ou les perspectives de jeunes francophones issus de l'immigration, comme cette émission du jour, et également un autre format qui consistera en discussion, groupe de discussion réalisé autour de sessions interactives, également avec la participation de jeunes du secondaire, du post-secondaire ou de jeunes actifs, mais aussi de professionnels du monde de l'éducation, représentants d'organismes socioculturels francophones, qui œuvrent pour l'intégration, pour lutter contre le racisme, contre la discrimination et contre les obstacles systémiques d'une manière générale. On aura donc l'occasion de présenter leur travail, leur programme et les solutions qui existent dans notre province. Sans plus tarder, Nathalie, est-ce que tu veux commencer par introduire donc notre invitée du jour, Carla, et commencer quelques questions générales pour mieux la connaître et la faire connaître de nos auditrices et auditeurs? Bien sûr, avec plaisir. Alors forcément, on commence cette entrevue, donc on va vouloir en connaître un petit peu plus sur toi, ma chère Carla. Qu'est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de Choc FM 105.1 et puis également nous raconter un petit peu quel est ton parcours migratoire à toi? Ok. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Carla Sizogan. Je viens du Burkina Faso, mais je suis d'origine bénino-sénégalaise. Je suis arrivée au Canada en mai, le 2 mai précisément, 2024. On peut encore dire bienvenue, c'est très récent. Ouais, c'est hyper Merci. Et mon parcours migratoire s'est passé en 2 ans, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai commencé à faire les demandes 2 ans avant de pouvoir venir ici. Mon grand frère, qui est canadien, a fait une demande de citoyenneté. Pas exactement. Il nous a... on m'échappe. Une demande peut-être de résidence permanente dans un premier temps? Oui, mais il y a un mot précis, mais bon, c'est pas grave. Du coup, mon grand frère a fait une demande de résidence de citoyenneté pour ma famille. Et ça a pris 2 ans, du coup, quand j'étais en première. Et pendant ce temps où j'attendais justement mes papiers, j'hésitais beaucoup à venir parce que je veux faire la médecine. Mais bon, on va y revenir. Je voudrais faire la médecine et j'avais prévu de le faire au Ghana. Sauf que, comme vous le savez, la médecine prend beaucoup de temps et à cause de l'attente des papiers pour venir au Canada, j'hésitais beaucoup parce que je me disais que je n'allais pas perdre une année encore à attendre et tout. Pourquoi ne pas commencer? Mais ma mère aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Canada. Et elle voulait vraiment que je fasse mes études ici. Elle a tout fait pour me convaincre de venir. Donc oui, c'est un peu ça. Bon, on remercie ta maman parce que sans ça, tu ne serais pas là. Oui, merci maman. Alors on aborde un petit peu plus tes origines parce que tu en as plusieurs, elles sont plurielles ces origines et donc différentes cultures qui se mêlent pour toi. Quelles sont les particularités culturelles de tes pays d'origine puisqu'il y en a plusieurs, Carla? Bon. Par lequel je vais commencer? Je ne peux pas dire que je connais exactement tous mes pays parce que j'ai vécu la majeure partie de ma vie au Burkina. Depuis que j'avais moins d'1 an, je suis au Burkina. J'ai eu l'occasion de visiter mes pays d'origine, le Sénégal et le Bénin, plus le Bénin. Et je peux dire que je vais plus parler pour le Burkina parce que je m'y connais mieux. Le Burkina, je ne sais pas par où commencer. Un pays francophone, évidemment, oui, c'est un pays francophone francophone de l'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin et le Sénégal. On a une connaissance ici au Canada qui est assez générale de ce type de pays, mais est-ce que tu sais s'il y a une communauté importante burkinabé ici dans la région, à Toronto ou en Ontario? Non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Étant donné que les Burkinabés sont francophones, beaucoup se trouvent à Montréal, au Québec, mais il y en a peu à Toronto. J'en connais pas vraiment beaucoup, j'en connais que 3. Tu les as peut-être pas encore tous rencontrés. Oui, vu que je viens d'arriver, oui, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que, à ta connaissance, il existe des points de ralliement, des points culturels, une association ou même, pourquoi pas, un restaurant burkinabé dans la région? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des restaurants africains en général, mais pas burkinabés. Je ne crois pas.
Intéressant. On parlait on parlait de ta maman et du fait qu'elle a réussi un petit peu à te convaincre à venir ici. Justement, c'est quoi qui t'a poussé au final à accepter de venir? Parce que tu disais que toi, tu hésitais encore pas mal, tu avais quand même en tête toute la partie études que tu avais prévu de faire autre part. Forcément, quand on s'est fait tout un plan et qu'au final, ça change un petit peu à la dernière minute, on se demande qu'est-ce qui, au final, a changé ou a poussé ta décision? Je pense que c'est la découverte. Parce que le Ghana, je connaissais déjà le Ghana, j'avais fait 1 an au Ghana. Et je voulais découvrir. Je n'étais jamais sortie de l'Afrique, c'est ma première fois. Et du coup, je me disais, bon, on t'offre une opportunité de découvrir un autre pays, un autre monde, de nouvelles cultures. Pourquoi ne pas la saisir? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en Afrique qui veulent avoir les opportunités que j'ai eues. Et du coup, je pense que c'est ça qui a plus fait changer la donne. Et aussi ma mère, encore une fois, parce que si je venais pas, je pense pas qu'elle allait venir. Elle allait, elle aussi, laisser tomber. Du coup, j'ai voulu faire ça pour elle et pour moi. Et je sais que les études au Canada, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, je me suis dit, bon, 1 année, c'est pas tant que ça. Je pourrais faire autre chose. Du coup, voilà, je suis là. Et tu disais, tu as une maman canadophile et déjà un grand frère installé au Canada depuis quelque temps. Quelle image tu avais du pays d'une manière générale? Quel rêve est-ce que tu projetais lorsque tu as posé tes bagages ici en Ontario? Est-ce que tu as été surprise entre la vision que tu avais du Canada et tes premières impressions quand tu es arrivée? Oui. Déjà, on a fait exprès de venir en été à cause du froid. Et avant de venir, je me rappelle qu'avec mon père, on regardait tout le temps la météo. Ah, quand on va arriver, il fera tant de degrés et tout. Quand on est arrivé, le froid qui m'a frappé. Je ne peux jamais oublier ça. Et on Parce que rappelle que j'avais tu arrivais tellement tu froid. arrivais en mai quand même. Oui. Donc, Et je pense qu'il faisait... C'est pas encore fini. Hein. Je pense qu'il faisait 20 degrés. Et 20 degrés à Ouaga, on est tous en pull. Ouais. Donc, j'avais très, 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 très froid. Avec mon frère aussi, on avait super froid. Mais on voulait faire genre, on n'a pas froid, on est des Canadiens aussi. Du coup, oui. Et voilà. Tu as un souvenir spécifique de tes premiers jours? Oui, j'ai un souvenir. Je me rappelle quand je suis arrivée, on était surpris. Bon, je tiens à préciser qu'on aime beaucoup les voitures, mon frère et moi. Et du coup, quand on est arrivé, on a vu toutes les marques de voitures qu'on voyait à la télé. On était là, ah, regarde, il y a ça, ah, regarde, il y a ça. On était genre comme des enfants qui venaient de découvrir un monde imaginaire et tout. Mais on était trop contents. Et aussi, je me rappelle que quand on a visité Niagara Falls, et on était avec mon oncle qui vit ici, et on cherchait à faire des photos. Et il y a un monsieur qui a vu qu'on cherchait, genre, on cherchait un moyen de faire nos photos. Et il est venu, on le connaissait de nulle part. Il est venu, ah, vous voulez faire une photo? Donnez-moi le téléphone. Il est monté sur un truc, un podium, un truc comme ça. Il nous a pris la photo. J'étais choquée. Je me disais, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il va venir, il va prendre la photo comme ça. Genre, il a tout fait pour que la photo soit super belle et tout. Et genre, ça m'a vraiment choquée. La gentillesse. Ouais, la gentillesse, ouais. Le légendaire sens de l'hospitalité canadienne. Ouais. En effet, bah, ça fait plaisir à entendre, c'est sympathique. Et bon premier souvenir. Nathalie, on parle un petit peu d'adaptation et d'intégration justement pour continuer dans cette vague et en apprendre davantage sur ce parcours migratoire de Carla avant d'aller vers ces questions un petit peu plus sérieuses d'obstacles systémiques. On va continuer avec ces questions d'intégration. Ouais, est-ce que tu as des défis que tu as pu rencontrer justement en essayant de t'intégrer à la communauté francophone ici en Ontario? Est-ce que tu as une anecdote particulière ou juste voilà, citer un petit peu les défis auxquels tu as été confronté ou tu te dis ah ouais ok ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu? Okay. Oui et non, dans le sens où j'ai rencontré des défis, mais pas pour mon intégration dans la communauté franco-ontarienne. Là, je trouve que ça s'est fait assez facilement, à part pour la recherche de travail que j'ai trouvé assez dur, vu qu'on est dans un environnement anglophone. Mais pour mon intégration au Canada, je peux dire que mon principal défi, c'était les transports. Pourquoi? Au Burkina, on n'utilise pas beaucoup les transports, pas beaucoup les bus. Là-bas, ce sont les motos. Chacun a sa moto, chacun a sa voiture. Et on se déplace.
Et du coup, venir dans un pays où il y a les métros, les bus que tu dois prendre et tout, je me perdais tout le temps. À chaque fois que je sortais, je prenais la mauvaise ligne de métro et tout. Après, je me suis dit, bon, je sors plus, c'est bon, reste chez toi. Parce que tout le temps, tu vas te perdre et tout. Mais oui, c'est un peu ça le principal défi que j'ai eu. M'habituer au transport en commun et à la vie ici. Et aussi, j'ai remarqué qu'ici, chacun est de son côté. J'explique. Tout le monde a ses trucs à faire. On n'a pas forcément le temps de sociabiliser avec les autres et tout. Alors qu'en Afrique, on est beaucoup famille, beaucoup, on est très chaleureux et tout. Et c'était un peu compliqué pour moi, l'adaptation, parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Ou quand je rentrais, j'avais envie de raconter ma journée à mes parents et tout. Et c'était un peu compliqué vu que les gens ici ne sont pas comme ça. Donc c'est un peu fermé, un Oui, état d'esprit où oui, chacun je est un petit trouve. peu individualiste et Mhm. chacun s'occupe un peu de sa pomme. Et puis si Ouais. j'ai le temps de papoter avec toi, ben on le fera, mais Ouais. voilà, sans plus. Ouais. Mhm. Je trouve Ok. ça un peu compliqué. On a une question autour de l'intégration dans le domaine de l'éducation, bien entendu. C'est une des sphères de sociabilité importantes, mais tu n'as pas encore eu l'occasion puisque tu commences seulement tes études à l'UEF d'ici Ouais. quelques... Laurentine. Ah, à l'Université Laurentienne, toutes mes excuses. Alors peut-être nous rappeler juste en deux mots quel va être ton sujet d'étude à Laurentienne. Je vais étudier la biologie biomédicale à Laurentienne pour pouvoir continuer justement de la médecine. Ouais, ouais, Et oui, c'est un programme de 4 ans. d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc pas encore vraiment d'expérience dans le Oui. domaine, mais tu pourras revenir peut-être d'ici quelques temps nous en parler. Ouais. Laurentienne, c'est l'université de Sudbury. Oui, c'est ça. Excellent, excellent. Et comment la langue française, Carla, pour toi, elle a joué un rôle dans ton intégration? Est-ce que tu as rencontré des difficultés un petit peu linguistiques pour t'exprimer en français ici? Parce qu'on le rappelle, Toronto est quand même une ville majoritairement anglophone. Mhm. Même si, je le rappelle, les auditeurs de Choc FM 105.1, c'est possible de vivre en français. On vous le prouve tous les jours ici à Choc FM. Mais est-ce que toi, tu as rencontré quelques difficultés? Et si oui, c'était quoi? Oui, beaucoup de difficultés parce que vu que j'étais nouvelle arrivante, je cherchais des organismes qui pouvaient m'aider. Et même quand je trouvais ces organismes, les premières questions étaient en anglais. Mm. Du coup, c'était compliqué pour moi. Ou quand j'appelle le service, par exemple, quand je devais ouvrir mon compte bancaire, bah, il n'y avait pas de service en français. Et j'étais tout le temps obligée de sortir avec ma tante ou de demander à mon cousin de m'aider et tout parce que je ne maîtrise pas l'anglais comme il le faut. Et c'était très, 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 très compliqué. Ou quand je sortais et tout, j'étais tout le temps obligée d'écrire les trucs sur Google Translate pour pouvoir comprendre ce qui se disait. Et même actuellement, dans le métro, quand le chauffeur il parle, je ne comprends rien. T'inquiète pas, ça c'est un problème dans tous les pays du monde. Ils parlent toujours face à leur micro comme ça, personne ne comprend jamais rien. Donc t'inquiète, c'est pas ton niveau d'anglais, c'est un souci international. Mais on peut quand même rebondir sur cette question de la langue et effectivement des obstacles que constitue la langue anglaise pour les nouveaux arrivants en particulier, mais aussi dans le cadre de cette émission pour lutter contre les obstacles systémiques. C'est vrai que parfois l'usage du français, même si le Canada est officiellement un pays bilingue, on le rappelle, la province de l'Ontario n'est pas bilingue. La seule province officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Même si la province de l'Ontario est la deuxième province la plus peuplée de francophones après le Québec au Canada. C'est quand même plus de 600 000 personnes qui parlent français couramment. Est-ce que tu as le sentiment que l'usage du français, dans ta courte expérience, ça a pu constituer un frein pour toi, à part dans le domaine de la recherche de l'emploi, bien évidemment, mais est-ce que tu as pu être confronté à des situations où le fait de parler français, tu as eu le sentiment que c'était peut-être mal vu par ton entourage? Oui, dans le sens où quand bon, anecdote encore. Ouais. Je suis allée à Montréal il y a quelques semaines et j'étais contente parce que je me disais, oui, c'est une ville francophone, je vais parler français. Dès que je suis arrivée, on m'a parlé anglais. C'était compliqué. Et à chaque fois, je demandais à mes amis, mais pourquoi vous parlez anglais alors que vous êtes dans une ville francophone? Et ils me sortaient des excuses bidons, à mon sens. Parce que vous comprenez le français, vous parlez très bien français, pourquoi ne pas l'utiliser et tout. Et aussi, quand je sortais, je pense que ça m'a freiné pour me faire des amis. Parce que
il fallait que je trouve des gens qui comprennent anglais et français. Parce que dès que je vais aller vers quelqu'un, la personne va me répondre en anglais. Et quand je vais dire, vous pouvez parler en français, s'il vous plaît, ils vont me dire, non, on ne comprend pas français. Pourtant, parfois, il y a des gens qui comprennent français, mais qui ne veulent pas parler français. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je pense que ça m'a freiné aussi, dans ce sens-là. Je rappelle juste un petit truc aussi, parce que tu as mentionné que quand tu as voulu ouvrir ton compte en banque, tu devais être accompagné de ta tante parce que tout se fait en anglais. Je rappelle aux auditeurs de Choc FM 105 que la plupart des banques sont des entités fédérales, donc on retrouve entre guillemets de Halifax à Vancouver, et que du coup, qui dit système fédéral dit service en français. Ça ne sera pas forcément dans la succursale où tu vas te rendre, mais si tu fais des choses via les services téléphoniques, tu auras un service en français. La majeure partie des choses, tu peux faire une petite recherche sur Google et voir s'ils ont un service en français. Comme je te dis, pas forcément dans la succursale, sauf s'ils ont quelqu'un qui parle français, des gens qui parlent aussi d'autres langues qui sont parlées dans la ville, par exemple mandarin, tamalog ou peu importe. Mais pour le français, il y a certains services qui seront principalement donnés soit par téléphone, soit par chat, sur clavardage pour aller du bon français, sur Internet. Et du coup, tu auras quand même de l'aide et du soutien pour tes services bancaires, par exemple. Merci. C'est un excellent point à rappeler aux auditrices et aux auditeurs. Clamer, exiger les services en français pour les faire vivre, pour les soutenir justement, même si vous parlez anglais, c'est important de continuer à demander des services en français parce que si on ne le fait pas, il n'y a aucune raison que les organismes, les institutions fassent l'effort de faire des traductions et de faire vivre ces services qui, bien évidemment, coûtent cher, il faut quand même le rappeler. Donc, on a besoin aussi de votre participation active, chers auditrices et auditeurs, pour demander ces services. Et ça m'amène, transition, à cette 8e question autour des soutiens communautaires que tu as pu rencontrer déjà. Ton expérience, Carla, est assez courte chez nous, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de recevoir peut-être de la part d'un organisme ou d'une institution une aide quelconque dans ton parcours d'intégration, d'immigration, un organisme ou une personnalité particulière auquel tu voudrais rendre hommage à travers cette émission? Oui, le Collège Boréal m'a beaucoup aidé dans mon intégration et l'organisme PAGE, Point Ancrage Jeunesse. Le Collège Boréal m'a aidé dès le début, dès que je suis arrivée. Je pense que c'est grâce à mon oncle, Jean-Marc Gomme. Que tu veux rendre hommage aussi. Oui. Ouais, c'est bien. Je tiens à le remercier. Est-ce qu'il travaille à Oui, Boréal? il travaille à Boréal. Ok, donc il a pu te faire connaître des services, des programmes. Et il y a une dame en particulier, Trimèche d'ASM, oui, Trimèche d'ASM, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a posé les questions qu'il fallait pour me diriger dans ma nouvelle aventure au Canada. Et Page m'a beaucoup aidée dans le sens où ils sont là pour, pour aider les jeunes afrodescendants à aller de l'avant. Et quand tu arrives dans un environnement où il n'y a personne, peu de gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes cultures que toi, c'est important d'avoir ce genre d'associations-là qui sont là pour t'aider et te faire valoir tes droits. Et voilà. Page, on le rappelle, ce sont les initiales, l'acronyme de Point Ancrage Jeunesse. Et donc un organisme évidemment qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver dans ces émissions thématiques sur cette même émission Résonance de l'immigration pour en savoir plus sur leur programme spécifique en matière d'aide, d'accompagnement pour les nouveaux arrivants justement et aussi de lutte contre les obstacles systémiques. Obstacles systémiques auquel on va faire référence pour cette 9e question, Nathalie, avec, on touche le cœur du sujet, la lutte contre les différentes formes de discrimination, le racisme en est une, bien sûr. Nathalie? Oui, forcément, à écouter ton discours par rapport à ton parcours d'immigration, ça a l'air quand même de s'être plutôt bien passé. En plus, tu as des soutiens ici de personnes comme tu as ton frère, tu as ta tante, tu as ton oncle, donc tu as quand même un certain cercle autour de toi. Mais est-ce que quand même, malgré tout ça, et ta courte expérience, parce qu'on rappelle, ça fait que depuis mai que tu es là, mais est-ce que tu as déjà été confronté à du racisme ou à de la discrimination, quelle qu'elle soit? Et si oui, comment tu as pu gérer ces situations qui peuvent être hyper malaisantes, hyper gênantes, et puis surtout irrespectueuses envers ta personne? Donc si c'est arrivé, comment tu as pu gérer ça? J'ai vécu une situation un peu gênante. Je ne sais pas si je peux la qualifier de racisme, mais je vous l'explique. En gros, c'était au moment où je cherchais un travail.
je me promenais au centre commercial avec mes CV. Et je suis allée dans une boutique. Et quand je suis rentrée, j'ai remarqué d'abord que tous les employés étaient asiatiques. Et je suis allée vers la dame, j'ai demandé est-ce que c'est possible que je fasse une demande pour travailler ici ou est-ce que vous prenez des CV? Elle m'a dit oui, mais je sentais que quand elle m'a répondu, c'était pour se débarrasser de moi. Juste pour pas que je dise non, ils sont racistes et tout. Et elle m'a donné le papier, elle l'a rempli. Et je l'ai rempli, pardon. Et quand j'ai fini de le remplir et que je lui ai remis le papier, euh, elle a pris le papier, elle l'a mis juste en bas, genre. Et elle a continué de faire ce qu'elle a fait, comme si j'étais jamais là et tout. Et évidemment, ils m'ont jamais fait signe. Et du tout, pas de réponse et tout. Donc, je sais pas si je peux qualifier ça de racisme ou c'est juste dans ma tête, mais j'ai été assez gênée de la situation. Déjà, quand je suis rentrée et que j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule race, en guillemets, d'employés, je me suis dit, bon, c'est pas sûr que tu auras ta chance, mais tente quand même et tout. Et il me semble ça. Et le conseil que je peux donner, c'est... quel conseil je peux donner? Est-ce que justement réagir, dire quelque chose, ça Non. aurait valu la peine, tu penses, ou justement faire preuve peut-être d'intelligence et de faire semblant, entre guillemets, de ne pas avoir compris ce qui était en train de se tramer, c'était peut-être plus intelligent dans ce cas-là et de te dire, bah écoute, au final, c'est eux les perdants et j'aurais pas l'occasion de travailler avec des gens qui respectent peut-être pas qui je suis tout simplement et j'aurais plus à apporter à une entité qui m'accueillera, entre guillemets, les bras ouverts et qui me jugera pas parce que je suis noire, je suis jaune, je suis vert, je suis violet, quoi. Oui, je pense que ça serait mieux de ne pas réagir. Parce que la personne, si j'avais réagi, elle pourrait me dire, bah, j'ai pris ton CV, tu m'as demandé, j'ai pris ton CV, tu as rempli le papier et tout. Et je t'ai dit Comme que tout j'allais... le monde. Oui, et je t'ai dit que j'allais te recontacter. Donc, j'ai pas fait preuve de racisme. Qu'est-ce que tu dis? Donc, je pense que la solution, c'est de ne rien dire et tout. Et de ne pas être affecté par ça. Il faut connaître sa valeur, savoir d'où on vient, aimer sa culture. Et je pense que le reste va suivre. Parce que, voilà. Si tu t'aimes pas, forcément, quand quelqu'un va te faire du mal par rapport à ta couleur de peau, à tes origines, ça va te vexer. Mais si tu t'aimes, bah, tu Ça t'en va fiches. glisser sur Ouais. toi, voilà. Donc, ouais. Très belle attitude, c'est super. Voilà. Je valide à 100%. Merci. Aimez-vous et les autres, s'ils n'aiment pas, ils descendent du navire, c'est pas grave. Ouais. Le plan ontarien d'action pour les jeunes noirs est un engagement sur 4 ans qui s'accompagne de 47 millions de dollars de financement. Le gouvernement de l'Ontario prend donc le problème au sérieux. On a la chance à Toronto de vivre dans une ville extrêmement multiculturelle et plutôt connue au niveau international pour être ouverte sur ces questions d'intégration et de non-discrimination. Mais malgré tout, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours du travail à faire. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'organismes qui travaillent fort pour lutter contre ces obstacles systémiques, quels qu'ils soient. Un chiffre que je voulais vous transmettre intéressant dans mes recherches, les personnes racialisées représenteront, selon les estimations, 40% de la population de l'Ontario d'ici 2031, un chiffre issu du site du gouvernement de l'Ontario, alors que les jeunes autochtones seront le groupe démographique qui affiche la plus forte croissance au sein de la province. On s'attend donc à ce que ces chiffres soient très importants et évidemment, il est important également de continuer de lutter contre ces discriminations raciales en particulier. On passe à un point un peu plus léger avec la 10e question, Carla, pour t'amener à parler de tes expériences plus positives sur ton arrivée en Ontario et peut-être un souvenir, une anecdote que tu voudrais nous partager. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as été heureusement surprise par l'accueil qui t'a été réservé? À part ce monsieur qui a pris la photo super bien cadrée de vous tous à Niagara. C'était aussi à Niagara. Ville du bonheur, dis donc. Ouais, apparemment. Quand on a fini la visite, on est allé dans un... Bon, mais c'est toujours en rapport avec la gentillesse parce que je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi gentils. Et malgré le fait que ce soit un pays avec diverses cultures, je me disais, bon, le racisme, il existe quand même. Et j'ai des amis qui m'ont donné leur expérience. Du coup, je me disais, bon, ça ne sera pas tout beau, tout rose. Et voilà. Mais quand je suis allée à Niagara, justement, après la visite, on est allé dans un restaurant. Et il faut savoir que j'ai du mal à faire mes choix. Je suis très, très, très indécise. Et
quand la serveuse est venue, elle nous a demandé qu'est-ce que vous voulez manger. Et je ne savais pas, tout le monde avait choisi sauf moi. J'étais là, t'as pris quoi? Je vais prendre ça. T'as pris quoi? Je vais prendre ça. Donc, normalement, bon, moi, ça m'aurait agacé. Si j'étais la serveuse, je serais très agacée par la cliente et tout. Mais elle était super patiente et tout. Elle n'a rien dit. Le pire, c'est qu'elle était souriante. Elle souriait à chaque fois. C'est pas qu'elle avait le visage neutre, elle souriait tout le temps. Je ne sais pas si c'est ce qu'on lui a demandé de faire, mais j'étais étonnée et tout. Et je sais que si j'avais été, je ne dis pas mon pays, mais si j'avais été à Ouaga, elle allait avoir marre de moi, elle allait partir. Et être plus impatiente. Oui, je pense. Donc oui, encore une fois, la gentillesse des Canadiens me choque. Et le service à la clientèle est aussi très important, une valeur très importante dans les entreprises canadiennes de manière générale et dans la restauration en particulier. On rappelle qu'on est toujours dans cette émission Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Pour continuer avec notre invitée du jour, Carla Cizogan, on va parler maintenant de contribution culturelle avec toi, Nathalie. Ouais, Carla, qu'est-ce que tu penses avoir ramené de ta culture à toi ici et comment tout ce que tu as pu ramener, riche de ta culture, ça a pu enrichir un petit peu la communauté francophone ontarienne ici en Ontario? Je pense que j'ai apporté... Bon, ça sera... Je pense pas avoir touché toute la communauté franco-ontarienne. Pas encore, merci. Mais ma famille qui est installée là. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré mon cousin qui vit en France et qui est là depuis quelques mois. Et quand je lui parlais, il y avait une émission que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas burkinabé, qui est ivoirienne, Le Vrai Match. J'aime beaucoup cette émission, j'en vraiment beaucoup. Et du coup, chaque jour, je regardais l'émission à la télé et il me demandait « Ah, c'était quoi ?» ou quand, vu que les Ivoiriens ont certaines expressions, ou bon, chaque culture a ses expressions qu'on ne comprend pas forcément. Et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des pays vraiment proches. Cousins un peu? Oui. Du coup, on se comprend, on est très, 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 très proches, comme des frères. Et du coup, quand ils parlent, moi, je comprends ce qu'ils disent. Et ils me demandaient à chaque fois, « Ah, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais ça veut dire quoi ça ?» Et il y a un plat en particulier, qu'on mange dans les deux pays, mais je pense que c'est originaire de la Côte d'Ivoire, ça s'appelle le foutou. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. Oui, on en a entendu parler. Et du coup, il parlait de ça dans l'émission. Et il me dit, ah, c'est quoi le foutou et tout. Et je tiens à préciser qu'il est sénégalais comme moi. Et même si au Sénégal, c'est pas préparé, moi, dans ma tête, tout le monde connaît le foutou. Tous les Africains connaissent le foutou. Donc j'étais là, ah, tu connais pas le foutou, mais le foutou, c'est ça, c'est trop bon, non, faut que tu goûtes et tout. Et justement, je lui ai parlé de ça. Et j'étais quand même contente de lui apporter plutôt la culture africaine parce que même s'il est africain, il n'a pas grandi en Afrique, il n'a pas eu cette chance-là de grandir en Afrique. Et je trouve que c'est super cool d'apprendre à son cousin ou à quelqu'un. De reconnecter du coup oui, avec ses origines. Oui, c'est ça. Je trouve ça super cool de parler des plats, des origines, de ce qu'on fait. C'est vraiment top. J'aime trop parler de mon pays. Tu as la chance d'avoir effectivement immigré avec autour de toi beaucoup de familles. C'est sûr que c'est toujours très, très positif d'avoir du soutien familial, du soutien d'amis, de gens qui connaissent déjà, qui sont déjà installés dans le pays. C'est une situation qui n'est pas toujours celle des nouveaux arrivants, bien entendu. On se sent justement un petit peu seul parfois quand on vient d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle région et quand on s'est déraciné. Qu'est-ce que tu penses des initiatives qui visent justement à développer des groupes de discussion, de sociabilité, un petit peu comme cette émission finalement, mais d'autres groupes également existent dans différents secteurs, que ce soit au sein des établissements scolaires ou dans la société civile. Est-ce que tu penses que cela peut favoriser justement un dialogue interculturel pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre? Oui, je pense que ça favorise. Et dans le sens où, quand tu es avec des gens qui ont les mêmes principes, les mêmes intérêts que toi, bon, pas principes, mais intérêts que toi, et que vous partagez certaines choses, c'est plus facile de se dévoiler. Et la personne l'organisateur, si je peux dire ça comme ça, est mieux en mesure de vous aider. Et je sais pas, il y a une sorte de connexion avec les autres qui fait que même quand tu es seul, quand tu es arrivé seul, tu te sens pas seul. Parce que tu te dis, oui, il y a des gens qui sont comme moi, qui vivent la même situation que moi.
Et ça met en confiance, ça me met à l'aise. Pour quelqu'un, même si je suis venue en famille et que j'ai la famille ici, comme je l'ai dit au début, je me sens parfois super seule parce que je n'ai pas ces amis-là avec qui je peux tout partager ou chez qui je peux aller à tout moment de la journée et tout. Et du coup, avoir ce genre de groupe de discussion permet de recentrer les choses, d'oublier un peu tout ce qui est boulot et tout, et de se concentrer sur les gens qui ont les mêmes intérêts que toi, et de partager ce que tu ressens et comment tu te sens justement dans la société. Et justement, te sentir un peu moins seule, du Ouais. coup. Ouais. Justement, en parlant un petit peu de ces groupes, de discussions et tout, ça me fait venir à cette question. Est-ce qu'il y a une personne ou peut-être un événement particulier qui t'a particulièrement inspiré depuis que tu es arrivé ici? Je le rappelle, ça fait pas si longtemps, toi tu es là depuis le mois de mai. Euh, la personne qui m'a inspirée, je peux dire, c'est ma tante. Je parle beaucoup de ma famille. Edwige Ngom. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup conseillé quand je suis arrivée parce qu'elle aussi, elle est immigrée, enfin immigrante. Et ça fait peut-être, je pense, plus de 10 ans qu'elle vit là. Du coup, elle a vécu un bon nombre de choses et elle a su vraiment m'aider, me conseiller, m'aiguiller dans tout ce que je faisais. Et je ne serai jamais assez reconnaissante envers elle pour tout ce qu'elle a fait, franchement. Alors Merci, peut-être, Tata. oui, on passe le remerciement et peut-être les salutations à Edwige. Rappelle-nous en 2 mots sa position, Edwige, puisque je pense qu'on a mentionné déjà l'organisme qu'elle représente. Du coup, ma tante Edwige, c'est elle la CEO de l'organisme page.ancrage jeunesse. Voilà, .ancragejeunesse.org pour en savoir plus. C'était les organismes que tu as Ouais. forcément eu. Ok, cool. .ancragejeunesse.org pour en savoir plus, un organisme bilingue donc qui promeut l'égalité et le leadership pour la jeunesse afrodescendante à risque de l'Ontario. Tu as aussi eu un bon réflexe quand tu es arrivé, on n'en a pas encore parlé, mais je le sais puisqu'on a eu des discussions avant l'émission, tu t'es lancé dans du bénévolat, toujours une excellente manière de s'intégrer, d'obtenir aussi une première expérience professionnelle canadienne qui est très très valorisée par les employeurs ici. Et c'est avec nos amis d'Oasis Centre des Femmes que tu as pu travailler. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cet organisme qui lui aussi aide en particulier les femmes, bien sûr, les femmes racisées notamment, victimes de violences dans leur parcours? Oui, Oasis, comme tu l'as dit, est un centre des femmes qui aide justement les femmes victimes de violences conjugales, les femmes racisées victimes de violences conjugales. Et j'ai été bénévole pour eux, enfin je suis bénévole pour leur programme leur programme qui s'appelle Sagesse de nous à elles et qui se concentre sur les femmes racisées aînées, c'est-à-dire 50 ans et plus. Et justement, ce sont des femmes qui ont immigré ici il y a assez longtemps et qui ont un parcours, des expériences à partager. Et du coup, je suis bénévole pour cet événement-là, pour justement aider les femmes, pour les accompagner à se délivrer, à partager leur parcours avec des gens comme moi, des nouveaux arrivants et tout, et puis qui pourront bénéficier de leurs conseils. Voilà, un organisme qui promeut justement le dialogue intergénérationnel, justement la transmission de l'expérience, du savoir pour une bonne cause. Toujours un plaisir de saluer Oasis Centre des Femmes sur les ondes de Choc FM 105.1. Nathalie, on poursuit avec les projets, les aspirations et le futur pour notre invité. Oui, Carré, tu nous as parlé un petit peu de ce que va être un peu ta scolarité à Laurentienne. Tu nous as parlé de médecine. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi tes projets professionnels, personnels? Est-ce que c'est déjà bien dessiné dans ta tête ce que tu veux faire plus tard, même si c'est une grande question un peu vaste et je peux rappeler ton âge, tu n'as que 18 ans, donc c'est encore des fois des trucs qui sont en construction à cet âge-là. Mais est-ce que toi, tu as une vision déjà et est-ce que tu peux nous la partager? Oui, j'ai cette vision depuis que je suis en primaire. J'ai toujours voulu faire la médecine, toujours. C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'hésitais, je pense que c'est normal, mais je suis toujours revenue dessus. Et justement, je tiens à préciser que je suis meilleure en littéraire qu'en scientifique, mais juste pour pouvoir faire la médecine, j'ai fait un bac scientifique et tout. Wow. Tu t'es donné les moyens en fait de combattre un peu tes lacunes, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et du coup, comme tu l'as dit, je suis à Laurentienne
et je fais un programme, un baccalauréat en biologie biomédicale de 4 ans qui va me permettre ensuite de continuer la médecine. Et je compte me spécialiser en chirurgie. Oui, mais là, j'hésite toujours. Mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que je suis très, très fascinée par le corps humain. Je sais un peu ce qui se passe dedans, mais je veux voir ce qui se passe dedans. Je sais pas si vous voyez. Du coup, oui, ça m'intrigue vraiment et c'est un peu ça. J'ai vraiment envie de faire la médecine et j'ai envie de faire la médecine ici parce que j'ai beaucoup de bonnes, pas de bonnes expériences, mais euh, de bonnes idées, voilà, de bonnes idées par rapport à la médecine ici. Et justement, j'ai participé il y a peut-être un mois à un événement donné par Entité 3, je sais pas, voilà, par Entité 3. Et ça m'a boosté par rapport à mes études. Et voilà, c'est un peu ça mon parcours. Ok. Entité 3, on va rappeler également effectivement un organisme à but non lucratif francophone ici en Ontario qui touche la région de Toronto, Mississauga-Halton notamment. Entité3.ca pour en savoir plus pour des services médicaux en français en Ontario. L'Ontario qui a besoin de médecins, qui a besoin de chirurgiens qualifiés. Est-ce que, en 2 mots pour finir sur ta vision de ton futur, tu te vois rester dans la province, rester peut-être à Toronto, pourquoi pas? Oui, je souhaite rester. Bon, à Toronto, je ne sais pas, mais en Ontario, oui. Je souhaite rester parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas assez de services, justement, Ouais. en français pour les immigrants ou les franco-ontariens. Et je pense que aller dans une autre province qui est peut-être francophone ne sert pas parce que tous les médecins sont déjà francophones et c'est l'Ontario qui a besoin de médecins francophones pour justement, encore une fois, des gens comme moi qui iront peut-être dans un hôpital et qui ne comprendront pas bien l'anglais. Du coup, ouais, je pense que je vais rester ici. Alors, tu as déjà presque répondu à ma prochaine question. En tout cas, c'est un des aspects intéressants pour le domaine médical. En français, effectivement, un manque cruel de services. On l'a vu avec la pandémie. Aujourd'hui, il y a toujours des manques importants de services et de médecins francophones. Mais est-ce que tu vois d'autres changements que tu aimerais voir améliorer la situation des francophones, en particulier des immigrants, des nouveaux arrivants dans la province? Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres secteurs que tu penses euh, qui bénéficieraient d'amélioration? Euh, oui, le secteur de l'emploi, encore une fois, parce que justement, vu qu'on est à Toronto et que c'est une ville anglophone, c'est difficile pour nous francophones de trouver un emploi et tout, très très difficile. J'ai vraiment galéré pour trouver un emploi. Et même quand on te demande, j'ai trouvé certains emplois qui demandaient des gens qui parlaient français, mais ils voulaient toujours quelqu'un qui parle anglais, Ouais, genre, d'abord, ouais. ouais, Mhm. d'abord. Du coup, je pense qu'il faudrait améliorer ce point-là et puis essayer bon, je sais pas si c'est possible de créer des entreprises que francophones ou de créer des parties francophones dans les entreprises et tout pour aider justement les francophones à trouver un emploi. Parce que quand tu arrives, tu dois prendre des cours d'anglais et tout. Et pendant ce temps, il faut que tu travailles. Tu peux pas rester là à prendre que des cours d'anglais parce que tu vas vivre comment? Du coup, ouais, c'est ça. Les services en français, hein, forcément, c'est un sujet très très épineux, forcément, ici. Euh, donc, toi, Carla, tu es jeune, forcément, on se demande, est-ce que tu as un message à adresser justement aux jeunes francophones comme toi, issus d'immigration, qui écoutent peut-être cette émission, que ce soit des conseils un peu pour trouver du travail, que ce soit des conseils pour trouver des études aussi qui correspondent un peu à la vision qu'ils ont, ces jeunes-là, parce que toi, tu disais depuis que tu es petite, tu savais exactement ce que tu voulais faire, ça facilite beaucoup les choses. Ouais. Quand on ne sait pas trop, en plus on arrive dans un nouveau pays, plein de trucs qui se chamboulent et tout et tout. Donc, est-ce que tu as des conseils justement pour les jeunes qui te ressemblent justement? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est aller vers les gens. Parce que rien ne va venir à vous. Il faut vraiment que vous battiez pour avoir ce que vous voulez. Les gens sont là pour vous aider, mais ils ne savent pas les problèmes que vous vivez. Donc, il faut avoir ce courage-là d'aller vers les gens et d'expliquer le problème auquel tu fais face pour qu'on puisse justement trouver des solutions et t'aider. Parce que je sais que si je ne m'étais pas débrouillée autant, je n'allais pas être là où je suis actuellement. Je n'allais peut-être pas avoir d'amis,
peut-être pas avoir de travail. Et j'allais être juste là à me plaindre sur mon sort. Et justement, en Afrique, c'est beaucoup la famille. Donc, la famille aide, la famille. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Alors qu'ici, tu dois vraiment te débrouiller. Donc, le conseil que je peux donner, c'est franchement, aller vers les gens. Les gens sont là pour vous aider, mais il faut que vous veniez vers eux pour avoir des solutions à vos problèmes. Et puis comme tu l'as dit, les Canadiens ont cette tendance à être très gentils. Mhm. Donc effectivement, une fois que la personne a pris le courage pour parler à des gens, ils sont toujours bien reçus. Très rares sont les fois où on va les rembarrer en disant mais qu'est-ce que tu me racontes ou quoi que ce soit. Donc je valide, ouais. Et aussi aller vers les organismes. Il y a énormément d'organismes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre intégration. Du coup, renseignez-vous, allez sur Internet et cherchez les organismes qui vous correspondent le mieux. Et voilà, allez vers eux. Ils seront là pour vous aider. Bon conseil, Carla, merci beaucoup. On en a déjà parlé, tu as abordé ces questions, mais pourquoi est-ce que tu penses que les dialogues intergénérationnels et interculturels sont importants pour aider justement dans l'intégration des nouveaux arrivants, dans l'intégration des immigrants? Euh, je pense que ça peut aider dans le sens où on a toujours besoin de connaissances. Ceux qui étaient là avant savent peut-être mieux que nous et peuvent nous donner les conseils pour éviter certains pièges dans lesquels ils sont tombés. Donc, c'est toujours important de prendre des conseils chez les... Je vais pas dire les vieux. Les anciens. Les anciens, merci. Les aînés, Voilà, chez les aînés et tout. Et faut aussi... je pense que c'est important dans le sens où ça aide à comprendre l'autre. Il faut que tu connaisses la culture de la personne, d'où elle vient, comment ça se passe, comment elle voit les choses pour pouvoir cohabiter avec elle. Donc, étant donné qu'on est dans un pays multiculturel, je pense que c'est vraiment important de connaître les autres. Et je pense que ça va aider d'autres personnes à accepter les immigrants et à les aider justement. Et peut-être aider les racistes à ne plus être racistes. Ça, c'est un gros projet, ça. Mais je suis de tout cœur avec toi. Alors, on arrive déjà bientôt à la fin de cette émission. Carla, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles solutions concrètes tu penses? On en a déjà abordé quelques-unes pendant cette émission, mais on arrive, comme je dis, à la fin et c'est bien de faire un petit peu la synthèse, un petit peu de tout ce qu'on a pu dire. Quelles seraient, selon toi, des solutions concrètes qu'on pourrait mettre en place? Alors, à l'échelle provinciale et forcément du pays aussi, mais comment on pourrait faire pour surmonter un peu ces obstacles systémiques que rencontrent forcément les immigrants ici? Alors, on parle en tant que société, et puis les pouvoirs publics, les mairies ou autres responsables politiques, est-ce que, d'après toi, ils pourraient mettre en place des solutions très concrètes? Oui. Je pense qu'il faudrait déjà plus d'organismes parce que, bon, c'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup, mais les organismes que je connais, vu qu'il y en a, bon, pour moi, il n'y en a pas assez, ils sont bookés. Et c'est un peu compliqué d'aider parce qu'il y a tout le temps des gens qui arrivent et on leur donne des rendez-vous dans je ne sais pas combien de temps et ils doivent attendre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font s'ils attendent? Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place des organismes ou même que le gouvernement mette en place plusieurs autres services qui pourront aider justement ces immigrants-là quand ils viendront. Peut-être aussi plus de financement pour ces organismes Oui. peut-être déjà en place pour qu'ils puissent engager plus de monde. Oui, Parce que comme tu c'est ça. dis, ils sont là, ils sont top, ils Mhm. t'ont aidé, ils t'ont tendu la main. Mais c'est peut-être à raison d'un rendez-vous que tu as eu plus longtemps que si c'était un truc qui tournait avec beaucoup, Oui, beaucoup de c'est gens. ça. Mhm. Donc voilà, pensez à nous, pensez aux immigrants, pensez aux immigrants francophones. On a besoin de plus d'argent partout. Voilà, une importance du soutien, effectivement. Je voulais revenir sur Oasis Centre des Femmes, dont on n'a pas donné les coordonnées tout à l'heure, mais qu'on a mentionné, oasisfemmes.org pour l'adresse Internet, pour retrouver tous les services et bien, à suivre Oasis. Vous pouvez vous inscrire. Il y a une infolettre également à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et il y a aussi ce fameux réseau Femmes Aide, toujours à l'écoute au 1 877 336 2433, un service 100% français pour les femmes victimes de violences. C'est toujours important de rappeler ce beau travail, Femmes Aide et Oasis Centre des Femmes. On va faire la synthèse finale avec cette toute dernière question sur notre projet et sur ton interprétation de ce projet, Carla, Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive.
Comment est-ce que tu penses que ce projet d'émission peut contribuer à la vitalité socioculturelle et socio-économique de notre communauté franco-ontarienne multiculturelle? Je pense que ce genre d'émission pourra aider les immigrants dans le sens où, justement, ça va nous permettre de mieux nous connaître et de savoir qu'il y a une communauté, justement, qui est là et de pas, encore une fois, se sentir seul. Dans le sens où, si tu as un problème, tu sais que oui, il y a une communauté francophone, il y a des organismes qui sont là pour vous aider et tout. Et je pense que ça va aussi aider les immigrants à... pas les immigrants, mais plutôt les habitants, les les habitants d'ici, à connaître ceux qui vivent, ceux qui viennent en fait, à les connaître, à mieux les connaître, à connaître leur parcours et comme je dis, à accepter. Je pense que c'est plus ça, ça va beaucoup aider les gens à accepter les nouveaux arrivants, à les comprendre et ça va améliorer le vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble, c'est un mot qu'on apprécie beaucoup ici. Donc, et peut-être aussi, je reviens un peu sur le truc où tu disais que tu galérais pour avoir trouvé du travail et tout. Peut-être déculpabiliser les gens aussi, de se dire, ok, bah, si tu galères, c'est pas grave, moi aussi, tu vois, maintenant, force de travail, force de recherche, d'organisme, XY, bah, j'ai mis toutes mes connaissances et puis ça a porté ses fruits à un moment donné. Donc, rappeler aux gens que si tu en es là aujourd'hui, c'est pas la place que tu as gardée pour toujours et que toi aussi, tu peux y arriver. Si moi, j'ai réussi, bah, toi aussi. Ouais. Et faut pas se comparer aux autres aussi. La vie, c'est pas une course. Tout le monde a ses défis et ses obstacles et voilà. Peut-être que X a eu un emploi plus vite que toi, mais ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver, donc voilà. Ça veut pas dire qu'il va le garder aussi. Oui, exactement. Du coup, il ne faut pas se comparer aux autres et voilà. Faut rester focus concentré, sur ce que tu veux et ce que tu veux atteindre. Belle mentalité, Carla, super. Merci. Carla Sizogan, notre invitée pour cette première de l'émission Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario, un projet qui va vous donner de nombreuses opportunités de prendre la parole pour discuter de ces questions significatives d'intégration dans la communauté ontarienne, franco-ontarienne et de lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient et les obstacles systémiques avec de nombreux partenaires qu'on aura l'occasion d'avoir dans nos groupes de discussion, que ce soit nos conseils scolaires via Mon Avenir, l'Université de l'Ontario français, le collège La Cité à Toronto, le collège Boréal ou encore l'Université de Glendon et des organismes communautaires locaux, notamment le Centre francophone du Grand Toronto partenaire, l'Association des francophones de la région de York, la FRI ou encore le Club canadien. Ils sont tous partenaires de ce projet. Merci beaucoup Carla d'avoir été notre invitée, de s'être prêtée à ce jeu du portrait chinois pour cette émission première, d'avoir essuyé un peu les plâtres, mais je pense que ça s'est bien passé. Merci Nathalie d'avoir co-animé cette émission avec moi. C'était Guillaume Laurin sur les ondes de choc. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.